Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'anémie. Et je vous propose un épisode concis qui va vous permettre de vous rafraîchir peut-être la mémoire sur la prise en charge de ce syndrome en médecine générale. Si son diagnostic est aujourd'hui facilité par les examens de laboratoire que nous prescrivons régulièrement, la détermination de son origine reste complexe. Elle répond en effet à un cheminement progressif, au cours duquel la biologie va grandement nous aider. Pour nous éclairer sur les dosages sanguins qui nous amèneront à déterminer la cause d'une anémie, mais aussi sur la prise en charge et les urgences de ces pathologies, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Marco-Bidard. Elle est hématologue et elle me fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Clémence. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Clémence, je vais te poser directement ma première question. Est-ce que tu peux me rappeler quelles sont les circonstances classiques de découverte d'une anémie dans un cabinet de médecine générale, s'il te plaît? Oui, alors avec plaisir. Il y a 2 types de circonstances de découverte, donc soit sur, des symptômes cliniques du syndrome anémique, donc l'asthénie, la pâleur cutanée ou muqueuse, une dyspnée d'effort, pour des efforts de moins en moins importants, une tachycardie, des céphalées et cetera. Ou alors, ça aussi c'est assez fréquent, c'est fortuitement en fait sur une prise de sang de routine, ou une prise de sang faite pour autre chose, on tombe sur une anémie en général, peu sévère. Voilà. Ok, donc soit sur un syndrome clinique d'anémie, soit sur une découverte classique sur une prise de sang. Ouais. Du coup, quels sont les taux biologiques que l'on retient sur une prise de sang? Alors, donc chez les femmes, l'anémie est définie pour une hémoglobine inférieure à 12 grammes par décilitre, 13 grammes chez les hommes, 14 grammes chez le nouveau-né et 10,5 grammes par décilitre pour la femme enceinte à partir du deuxième trimestre. Ok, c'est super clair. Une fois qu'on a un taux bas, je crois qu'il faut qu'on s'assure de bien éliminer les fausses anémies avant de poser le diagnostic d'anémie. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment on les reconnaît et quelles sont ces étiologies? Ouais, tout à fait. Alors, les fausses anémies, en général, sont dues à ce qu'on appelle la dilution. Donc, par exemple, en cas de grossesse, à partir du deuxième trimestre, c'est pour ça que le seuil il diminue, d'insuffisance hépatocellulaire ou de cirrhose avec, une décompensation hématoatypique, d'insuffisance cardiaque congestive, troisième secteur. Et en général, dans ces cas-là, la protéine est basse et aussi l'anémie n'est pas forcément le problème principal du patient. Donc, ça se reconnaît assez bien. Il y a aussi un autre cas qui est beaucoup plus rare en cas d'hyperprotisémie avec, en général, c'est un énorme pic monoclonal. Dans ce cas-là, il peut y avoir, une petite anémie aussi, en lien. Très bien. Du coup, on a bien reconnu les fausses anémies. Tu nous as déjà parlé en introduction des signes cliniques d'une anémie. Est-ce qu'il y a des signes d'étiologie particulière à reconnaître cliniquement? Alors oui, je pense que si on est dans une anémie et que le patient présente de douleurs osseuses, ça va être un bon signe d'alerte pour penser au myélome et même à certains lymphomes qui peuvent avoir des délocalisations osseuses. Hem, Après, si aussi on est dans un contexte où le patient fait, un régime ou bien une perte de poids un peu brutale ou il se plaint un peu de paresthésie pas très bien localisée, des choses comme ça peut faire aussi très, carence vitaminique. Après voilà, bon, il va falloir faire vraiment, l'examen clinique général, rechercher un syndrome tumoral parce qu'il peut y avoir pas mal de choses, associées. OK, donc face à une anémie, on regarde bien s'il y a des douleurs osseuses ou des signes neurologiques. C'est bien compris. On va plonger dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler des différents types d'anémie à connaître en médecine générale et comment on les différencie? Oui, alors tout à fait. Donc déjà pour moi, en premier lieu, c'est hyper important de regarder tout le reste de la MSS pour connaître un peu le degré d'urgence de la prise en charge. Parce que s'il y a d'autres cytopénies sur la MSS ou qu'il y a des blasts, et ben alors là, il va falloir adresser en urgence, à l'hématologue. Il y a quand même un gros risque de leucémie aiguë, même s'il y a d'autres pathologies qui peuvent avoir cette présentation. Ensuite, pour moi, il faut regarder les réticulocytes, parce que des anémies qui sont dites régénératives, donc avec des réticulocytes qui sont au-dessus de 120-150 gigas par litre, ça dépend des normes. Là, on peut être devant une anémie hémolytique auto-immune et pareil, ça peut être, assez grave rapidement, hein. C'est des anémies qui peuvent en fait, peuvent s'aggraver très, très rapidement avec donc une mauvaise tolérance, clinique chez les patients.
Ensuite, on va regarder du coup le BGM, donc pour différencier donc les types d'anémie. Donc s'il est bas en dessous de 80 femtolits, donc on va être devant une anémie microcytaire. Là, les premières causes à suspecter, donc ça va être une carence martiale ou un saignement chronique, ou une inflammation chronique. Voilà, une fois qu'on a éliminé tout ça, effectivement, et selon le contexte, on peut penser à une maladie de l'hémoglobine comme des thalassémies. Le deuxième cas, ça va être donc si le BGM est normal ou augmenté, donc au-dessus de 98-100 femtolits. Là, dans ce cas-là, donc on est devant une anémie normo-macrocytaire. En premier lieu, il va falloir éliminer les causes un peu classiques, l'insuffisance rénale, la dysthyroïdie, les carences en vitamines B9, les folates ou B12. Et aussi quand même faire un bilan martial parce qu'il peut y avoir aussi des carences à la fois en fer et à la fois en vitamines qui font que le BGM finalement se retrouve normal. Et il faut également éliminer éliminer aussi une inflammation ou un saignement parce que initialement le BGM reste normal avant de descendre et s'écrouler. Voilà. Bon, une fois qu'on a éliminé tout ça, ça fait déjà pas mal de choses à éliminer. Et si malgré tous ces examens, vous n'avez toujours pas de diagnostic, là, c'est qu'il faut probablement adresser chez l'hémato. Et peut-être, ce qui peut être pratique, c'est de faire déjà une électrophorèse des protéines sériques en adressant le patient. Comme ça, il arrive en consultation, on a tous les résultats et on peut pas mal s'aiguiller pour la suite des examens spécialisés. Super, OK. Alors ça fait beaucoup d'infos. Donc pour résumer, une anémie microcytaire en médecine générale, c'est, soit une carence martiale qu'on peut, diagnostiquer facilement par une ferritine, soit une inflammation qu'on peut diagnostiquer facilement par une CRP et dans de rares cas, c'est une thalassémie, c'est ça? Dans les autres cas, si l'anémie est pas microcytaire, elle est normo ou macro, c'est un peu le même, gros, paquet de maladies et dans ce cas-là, il faut dépister soit une insuffisance rénale en dosant la créate, soit une dysthyroïdie en dosant une TSH ou une carence vitaminique B9, B12 en dosant ces vitamines. Et si c'est aucun des cas que je viens de citer, c'est une anémie qui mérite d'avoir un avis spécialisé hématologique et en attendant d'avoir cet avis, on demande une électrophorèse des protéines sériques pour que le patient arrive en consultation avec tout ce bilan. Ouais, tout à fait, ouais. Et comme ça permet aussi de recontrôler, voir un peu l'évolution, la vitesse d'évolution et voir s'il y a d'autres choses qui apparaissent dans le temps. Donc comme ça, c'est pas mal d'avoir 2 bilans, un petit peu espacés pour avoir une idée voilà, de cette évolution. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur le cas hyper courant de l'anémie fériprive? Comment on fait en cabinet de médecine générale quand on a une anémie fériprive? Quel est l'algorithme diagnostique chez les hommes ou chez les femmes? Mmh. Alors déjà, pour le diagnostic, en fait, ça peut ne pas être si évident de différencier l'anémie fériprive de l'inflammation. Donc déjà, pour le diagnostic, c'est vrai que moi, je fais un peu un bilan un peu plus global que juste la ferritine pour pas être piégée parfois, en fait. C'est vrai que j'ai tendance à faire ferritine, CRP, le coefficient de saturation de la transférine et la transférine, parce que ça va être ces deux, un peu, enfin, tous ces marqueurs même mélangés qui vont permettre de différencier les deux. Euh, donc, une fois qu'on est sûr, par contre, que c'est une anémie fériprive, donc dans ce cas-là, la transférine, elle est augmentée pour essayer d'avoir plus de fer disponible. Le CFP, il est diminué. La ferritine est diminuée aussi et la CRP est normale. Une fois qu'on est dans ce cas-là, c'est pas forcément hématologique en premier lieu. C'est même pas hématologique, enfin, c'est pas adressé à l'hématologue en premier lieu, on va dire. Euh, donc, si on est chez une femme, surtout jeune, en premier lieu, il va falloir l'adresser au gynéco. Ça va être vraiment la cause la plus fréquente, c'est les saignements gynécologiques qu'il va falloir dépister. Et également, donc chez les femmes et chez les hommes, ça va être adressé chez le gastro-entérologue. Et selon l'âge du patient aussi, peut-être vérifier qu'il est à jour de ses dépistages des cancers colorectal. Ça peut être aussi important. Et même chez les hommes aussi adressé chez l'urologue, surtout si le patient est tumeur. Parce que je pense que c'est aussi assez important. Parce qu'on découvre Pour parfois, dépister des ouais, cancers urologiques. ça arrive souvent que du coup on les reçoit nous en consultation et que c'est vrai qu'en grattant un petit peu, on retrouve un peu des petits saignements qui ont lieu de temps en temps et on a des mauvaises surprises, quoi. Très bien. Clémence, quels sont les signes de gravité d'une anémie qui doit nous alerter particulièrement et quand est-ce qu'il faut transfuser un patient? Alors, je pense dans les signes de gravité, il va y avoir tout ce qui est malaise, syncope,
les palpitations, les douleurs thoraciques, voilà, ça peut aller jusqu'à l'angor d'effort, la dyspnée, qui vient de repos. Là, ça va être vraiment il va falloir transfuser rapidement. Et du coup, donc les indications en aigu de transfusion, ça va être autour en dessous de 7 grammes par décilitre. Mais bon, chez les patients qui sont cardiaques, on va faire plutôt 9-10 grammes par décilitre. Et chez les patients qui sont transfusés de façon chronique en hématologie, on sait qu'ils n'ont pas une hématopoïèse, qu'ils vont pas reproduire des globules rouges aussi facilement que les gens qui ont une anémie parce que ils ont saigné ou parce que voilà, ils ont un événement aigu. Là, on a tendance à plus transfuser autour de 8-8,5, parce qu'on sait que sinon aussi leur qualité de vie va se dégrader très très vite, qu'il risque des complications, d'entraîner des complications cardiaques par exemple, des choses comme ça, et que du coup ça sert à rien d'attendre qu'ils soient à 7 grammes alors qu'on sait très bien que leur hématopoïèse fonctionne pas et que ça va faire que baisser. Donc voilà, 8,5. Très bien. Pour finir, Clémence, est-ce que tu aurais un message clé à faire passer à nos confrères généralistes sur ce vaste thème de l'anémie dans leur prise en charge? Oui, alors c'est vrai que c'est très, très vaste l'anémie, mais je pense que vraiment dans dans la comment dire? Dans, l'analyse de la situation vraiment en urgence, il va falloir vraiment regarder le reste de l'anime pour pas passer à côté de la leucémie s'il y a un petit pourcent de blast qui se balade sur la NFS ou une autre cytopénie, même si elle est pas très sévère. C'est vrai que ça peut être vraiment, un argument pour dire qu'il faut adresser rapidement, et bien regarder les réticulocytes pour pas passer pareil à côté d'une AHM qui peut se dégrader très rapidement. Et devant une anémie périprée, voilà, comme on a dit, c'est pas l'hématologue en premier lieu, parce que c'est dommage, ça fait perdre en fait du temps aux patients d'attendre déjà notre rendez-vous à nous, puis qu'on renvoie et qu'ils doivent attendre un autre rendez-vous. C'est vrai que c'est dommage d'avoir ces deux temps d'attente. Donc bien penser voilà gastro, gynéco, urologue avant de penser hémato. Mais dans un deuxième temps, effectivement, si tout ce bilan est négatif, il faut nous les envoyer. Il n'y a pas de souci, on les verra. OK, je te remercie de rappeler les 2 drapeaux rouges, de bien regarder le reste de la NF pour dépister d'éventuelles, autres pathologies de lignées cellulaires différentes et de regarder les réticulocytes pour dépister une anémie hémolytique auto-immune. Merci infiniment Clémence, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, merci à toi. On peut me retrouver donc sur Instagram sur le compte Hématoïdschool. Voilà, je serais ravie de répondre aux questions. J'ai fait pas mal de petits posts sur l'anémie, notamment aussi sur sur les symptômes cliniques, voilà, sur la prise en charge. Donc n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!